Bienvenue à tous pour notre Deep Dive. On va se pencher aujourd'hui sur une analyse qui explore la possibilité d'une union entre le Ghana et le Burkina Faso. Intéressant. Et vous savez, ce n'est pas une idée sortie de nulle part. On a failli voir cette union se réaliser dans les années 80. Ah oui, c'est vrai. Avec Jerry Rawlings au Ghana et Thomas Sankara au Burkina Faso. Deux figures emblématiques du panafricanisme. Ils avaient cette vision d'un continent uni et autonome. Exactement. Mais bon, l'assassinat de Sankara en 87, ça a évidemment mis un frein brutal à ce projet. Un tournant tragique. Mais aujourd'hui, la visite du président ghanéen John Dramani Mahama à Ouagadougou, ça ravive un peu cette flamme, vous voyez, Oui, tout à fait. Et on se demande si cette visite, elle pourrait marquer un nouveau chapitre dans cette histoire d'union. D'autant plus que cette visite, elle se déroule dans un contexte assez tendu. Défis sécuritaires, instabilité politique, difficultés économiques. Oui, c'est vrai. C'est pas anodin que Mahama se rende au Burkina Faso en ce moment précis. Vous avez raison. Mais pour revenir sur les années 80, concrètement, qu'est-ce qui s'est passé pour qu'on parle d'une union qui a failli se faire? Au-delà des discours, quelles actions concrètes ont été entreprises d'or? Ah non, on était bien au-delà des simples paroles. Il y avait des commissions conjointes mises en place, des exercices militaires conjoints organisés. Il y a eu aussi des initiatives économiques communes qui ont été lancées. L'idée, c'était vraiment de créer une synergie entre les deux pays. Je vois. On imagine l'enthousiasme à l'époque, mais malgré tout ça, quels ont été les obstacles qui ont empêché cette union de voir le jour? En dehors de l'assassinat de Sankara, bien sûr. Alors, il y a eu plusieurs facteurs. Déjà, la situation politique et économique des deux pays était fragile. Il y avait aussi les pressions internationales, notamment des anciennes puissances coloniales. Ah oui, bien sûr. Et puis, il y avait aussi des divergences internes sur la manière de concrétiser cette union. Des divergences, Taz. Oui, sur le modèle à adopter, le rythme des réformes, la répartition des pouvoirs. D'accord, donc des défis de taille. Mais aujourd'hui, avec la visite de Mahama, une nouvelle opportunité se dessine. Mais cette fois-ci, le Burkina Faso est dirigé par le capitaine Ibrahim Traoré. Oui. Un leader aux idées bien ancrées. Est-ce que sa vision s'aligne avec ce projet d'union? Alors Traoré, il affiche clairement sa volonté de renforcer la souveraineté africaine. Il veut rompre avec les schémas hérités du passé. Il prône un panafricanisme concret, un concept qui semble faire écho aux aspirations du Ghana. Donc, il y a une convergence de vie intéressante. Mais au-delà de cette vision partagée, quels sont les points concrets à l'ordre du jour de cette visite? L'analyse met en lumière trois axes principaux. La sécurité dans le Sahel, la coopération économique et les infrastructures, et la redéfinition des alliances régionales. Commençons par la sécurité au Sahel. La région est confrontée à une menace terroriste croissante. Comment le Ghana et le Burkina Faso envisagent-ils de coopérer sur ce terrain? Alors, le problème sécuritaire est une priorité absolue. L'expansion des groupes extrémistes, c'est un frein majeur à l'intégration panafricaine. Oui, tout à fait. Et l'analyse souligne que le nord du Ghana est parfois utilisé comme base arrière par certains groupes terroristes actifs au Burkina Faso. Donc la coopération sécuritaire devient vitale, non seulement pour le Burkina Faso, mais aussi pour la sécurité du Ghana lui-même. Quelles solutions concrètes sont envisagées? On parle de renforcement de la coopération militaire, avec un partage accru des renseignements, une coordination des opérations sur le terrain. On évoque même des structures militaires conjointes, des bases d'entraînement communes, des centres d'analyse stratégique partagés. Une véritable mutualisation des forces face à un ennemi commun. Est-ce que ça signifie une intervention militaire conjointe sur le terrain? Alors c'est une possibilité, mais il y a d'autres options qui sont sur la table. La mise en place d'une force d'intervention rapide régionale, par exemple. D'accord. On parle aussi de la création d'une industrie militaire africaine, pour réduire la dépendance aux fournisseurs extérieurs. Donc une vision ambitieuse, qui s'inscrit dans une logique d'autonomie et de souveraineté. Mais est-ce que c'est réaliste? L'Afrique a-t-elle les moyens de ses ambitions en matière de défense? Alors, c'est une question complexe. Oui. Les pays africains, ils font face à des contraintes budgétaires importantes. C'est vrai. Mais il y a une volonté politique croissante de prendre en charge la sécurité du continent. Oui, je vois. Et il ne faut pas sous-estimer le potentiel de l'Afrique. En termes de ressources humaines et naturelles. D'accord, donc une vision à long terme. Oui. Qui nécessite des investissements importants, mais qui pourrait permettre à l'Afrique de se doter d'une véritable force de frappe autonome. Est-ce que cette collaboration se limite à la lutte contre le terrorisme? Ou est-ce qu'elle s'étend à d'autres domaines? La coopération sécuritaire, elle va au-delà de la lutte contre le terrorisme. On parle d'un cadre de défense commun,
avec une vision panafricaine qui intègre une force d'intervention rapide régionale, une coordination avec les autres États sahéliens. On envisage des bases militaires conjointes, un partage d'informations stratégiques et même une industrialisation militaire commune. Un projet de grande envergure. Ça nécessite une coordination politique et diplomatique intense. Mais est-ce que cette volonté politique, elle existe réellement ? Y a-t-il une véritable convergence de vues entre le Ghana et le Burkina Faso sur ces questions de sécurité ? L'analyse suggère une réelle convergence de vues sur la nécessité de renforcer la coopération sécuritaire. Les deux dirigeants, ils ont exprimé leur engagement en faveur d'une approche panafricaine de la sécurité. La visite de Mahama devrait concrétiser cet engagement. On comprend que la sécurité est un enjeu majeur pour les deux pays. Est-ce que cette collaboration s'étend aussi à d'autres domaines, comme le développement économique par exemple ? La coopération économique, c'est l'autre grand axe de cette union stratégique. Et là aussi, le potentiel est énorme. Parfait. Passons donc au deuxième axe de notre analyse, la coopération économique et les infrastructures. Qu'est-ce que cette union pourrait apporter concrètement ? Le Ghana et le Burkina Faso, ils partagent plus de 600 km de frontières. Plus de 600 km. Un espace immense qui offre des opportunités extraordinaires pour le développement d'un corridor économique panafricain. 600 km, c'est énorme. On imagine les possibilités d'échanges commerciaux, de développement d'infrastructures conjointes. Imaginez une zone de libre-échange transfrontalière, avec des pôles industriels et agricoles communs, des infrastructures de transport modernes. Oui. On pourrait créer une dynamique économique intégrée qui profiterait aux deux pays et à toute la région. Une sorte de mini-union européenne à l'échelle de l'Afrique de l'Ouest. C'est une vision très séduisante. Mais concrètement, quels sont les projets sur la table ? Un des projets phares, c'est la construction d'une ligne ferroviaire entre les deux pays. Une ligne ferroviaire vie. C'est ambitieux. Relier Accra et Ouagadougou. Bien plus que ça. L'idée, c'est de créer un réseau ferroviaire interconnecté qui relie plusieurs pays d'Afrique de l'Ouest. Je vois ça. Un projet qui s'inscrit dans une vision panafricaine de développement des infrastructures de transport. On est dans une logique de désenclavement, de facilitation des échanges commerciaux, de création d'un marché régional intégré. Exactement. Et cette ligne ferroviaire, ce n'est qu'un exemple parmi d'autres. On parle aussi de renforcement de l'interconnexion énergétique, avec des projets de centrales électriques communes, de réseaux de distribution interconnectés. L'objectif, c'est de garantir un accès fiable et abordable à l'électricité pour tous. Oui. Et de favoriser une industrie locale compétitive. C'est une vision globale et intégrée du développement. On sent l'ambition de créer un véritable pôle économique régional capable de rivaliser avec les puissances mondiales. Les deux pays ont pris conscience du potentiel de leur coopération. Ils ont compris que l'union fait la force. Et que seuls ils ne pourront pas relever les défis du XXIe siècle. Comment cette coopération économique s'articule-t-elle avec le contexte régional ? L'Afrique de l'Ouest est une région complexe avec des enjeux géopolitiques importants. Et c'est là que les choses deviennent vraiment intéressantes. Le Burkina Faso a récemment rejoint l'Alliance des États du Sahel, aux côtés du Mali et du Niger. Une alliance qui se positionne en alternative à la CEDEAO, la Communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest. J'ai entendu parler de cette nouvelle alliance. Quel est son objectif ? Quelles sont les implications pour les relations entre le Burkina Faso et le Ghana ? L'Alliance des États du Sahel, elle vise à renforcer la coopération entre les pays du Sahel, notamment en matière de sécurité et de développement économique. Elle se veut plus pragmatique, moins bureaucratique que la CEDEAO. D'accord. Et elle met l'accent sur la souveraineté des États membres. Comment le Ghana perçoit-il cette alliance ? Est-ce qu'il la considère comme une menace pour la CEDEAO dont il est membre ? C'est une question délicate. Le Ghana, il joue un rôle important au sein de la CEDEAO. Et il ne souhaite pas voir cette organisation régionale affaiblie. Bien sûr. Mais en même temps, il comprend les aspirations des pays du Sahel à plus d'autonomie. Donc le Ghana doit trouver un équilibre. Oui. Entre son engagement vers la CEDEAO et son soutien à la coopération avec le Burkina Faso, qui est maintenant membre de l'Alliance des États du Sahel. Exactement. Un véritable numéro d'équilibriste diplomatique. La visite de Mahama à Ouagadougou, ce sera l'occasion de voir comment il compte gérer cette situation. Oui, c'est vrai. Est-ce qu'il va tenter de jouer un rôle de médiateur entre la CEDEAO et l'Alliance des États du Sahel ? Est-ce qu'il va essayer de convaincre le Burkina Faso de revenir dans le giron de la CEDEAO ? Ou est-ce qu'il va accepter la nouvelle donne et s'adapter à cette reconfiguration des alliances régionales ? Beaucoup de questions en suspens. Une situation qui évolue rapidement. Avant de conclure cette première partie de notre analyse, j'aimerais revenir sur l'héritage de Thomas Sankara. Est-ce que son héritage politique et idéologique est encore présent au Burkina Faso aujourd'hui ? L'héritage de Sankara, il est omniprésent au Burkina Faso.
Ah oui. Sa vision d'une Afrique libre et souveraine, son engagement pour la justice sociale, le développement endogène, tout ça continue d'inspirer les nouvelles générations. Et est-ce que cet héritage, il influence les relations entre le Burkina Faso et le Ghana? Peut-on dire que la vision de Sankara est en train de se réaliser, même si c'est de manière indirecte? C'est une question intéressante. La vision de Sankara, elle continue d'influencer les choix politiques du Burkina Faso. Et cette influence, on la ressent dans les relations avec le Ghana. La volonté de coopération, de solidarité, de rupture avec les schémas coloniaux, tout ça s'inscrit dans la droite ligne de l'héritage de Sankara. Même si le projet d'union n'a pas abouti dans les années 80, l'esprit de Sankara plane toujours sur les relations entre ces deux pays. C'est une belle conclusion pour cette première partie de notre analyse. Oui, tout à fait. Effectivement, l'ombre de Sankara est toujours là. Mais on en était à l'analyse et aux alliances régionales. C'est crucial, cette question. En intégrant l'alliance des États du Sahel, le Burkina Faso, eh bien, il marque une certaine distance avec la CEDEAO. Oui, on assiste à une recomposition du paysage politique ouest-africain. Mais concrètement, qu'est-ce qui oppose la CEDEAO et l'AES? C'est juste une divergence de point de vue, ou un antagonisme plus profond? Il y a plusieurs niveaux de lecture. Déjà, l'AES, elle est perçue par certains comme une alliance plus souple, D'accord. plus proche des réalités du terrain, moins soumise aux influences extérieures. En somme, c'est une volonté de faire les choses différemment, à l'africaine. Un désir d'autonomie, de s'affranchir des tutelles traditionnelles. On retrouve un peu l'esprit de Sankara là-dedans. Effectivement, on peut y voir un parallèle. L'AES met l'accent sur la souveraineté des États membres, sur la nécessité de trouver des solutions africaines aux problèmes africains. Oui. C'est une rupture avec le modèle traditionnel de coopération internationale, souvent perçu comme trop dirigiste, trop paternaliste. Donc d'un côté, on a la CEDEA, une organisation régionale plus ancienne, plus institutionnalisée, et de l'autre, AIS, une alliance plus jeune, plus pragmatique, qui se veut plus proche des préoccupations des populations locales. Est-ce que c'est trop simplifiant? Non, ça capture bien l'esprit général, et le Ghana, il se retrouve au milieu de tout ça, tiraillé entre son engagement envers la CEDEAO et sa volonté de renforcer la coopération avec le Burkina Faso. Comment le président Mahama, il compte gérer cette situation? Est-ce qu'il pourrait jouer un rôle de médiateur entre les deux blocs élites? C'est une hypothèse plausible. Mahama a la réputation d'être un fin diplomate, un homme de dialogue. Il pourrait tenter de rapprocher les points de vue, de trouver des terrains d'entente entre la CEDEAO et l'AIS. Une sorte de mission de bons offices. Pour apaiser les tensions, ramener tout le monde autour de la table des négociations. Exactement. L'objectif, ce serait de créer un climat de confiance, de montrer que la coopération, c'est possible, même entre des entités qui ont des approches différentes. Est-ce que c'est réaliste, nos sens? Le Ghana, il risque pas de se retrouver piégé dans ce jeu d'alliance et de rivalité régionale. Le risque existe, bien sûr. Mais Mahama, il semble convaincu que le dialogue est la seule solution. D'accord. Il croit en un panafricanisme pragmatique qui dépasse les clivages, les querelles de clochers. Un panafricanisme qui s'adapte aux réalités du terrain, qui prend en compte les aspirations des différents acteurs. C'est intéressant comme vision. Mais est-ce qu'elle a des chances de se concrétiser? Difficile à dire. Le contexte régional est très volatile. Les enjeux sont importants, les pressions internationales sont fortes. Mais Mahama est un homme politique expérimenté, qui a déjà prouvé sa capacité à naviguer en eau trouble. Beaucoup d'incertitudes, mais aussi une lueur d'espoir. Cette possible union entre le Ghana et le Burkina Faso, ça pourrait être un symbole fort. Un message d'unité, de solidarité africaine face aux défis du XXIe siècle. En effet, au-delà de la symbolique, il y a aussi un potentiel économique et politique considérable. Si cette union se concrétise, elle pourrait créer un pôle de développement majeur en Afrique de l'Ouest et inspirer d'autres pays à suivre le même chemin. C'est une perspective enthousiasmante. Mais avant de s'emballer, restons prudents. Il y a encore beaucoup d'obstacles à franchir. Le chemin vers l'unité africaine, il sera long. Semer d'embûches. Tout à fait. Ne sous-estimons pas les défis ni les résistances que ce projet va rencontrer, mais gardons à l'esprit le potentiel extraordinaire de l'Afrique et la force de l'idéal panafricain. On retient cette note d'espoir. C'est important de rêver grand, même si la réalité est souvent plus complexe. On a beaucoup parlé de politique, mais il y a aussi l'aspect économique. L'analyse, elle met en avant le potentiel de la ZLECAf, la zone de libre-échange continentale africaine. Comment cette union, elle pourrait s'intégrer dans ce cadre? La ZLECAf, c'est un projet ambitieux qui vise à créer un marché unique continental pour les biens et les services. L'union entre le Ghana et le Burkina Faso pourrait servir de modèle pour une intégration économique plus poussée au sein de la ZLECAf. Imaginez la libre circulation des biens, des services et des personnes entre ces deux pays. Ça pourrait booster le commerce intra-africain, attirer des investissements étrangers. Un véritable moteur pour la ZLECAf.
Mais concrètement, quel secteur économique pourrait bénéficier le plus de cette union? L'agriculture, c'est un secteur clé. Le Burkina Faso pourrait exporter ses produits agricoles vers le Ghana, qui dispose d'un marché plus important. D'accord. Le Ghana, de son côté, pourrait investir dans le secteur agricole burkinabé, créer des emplois, stimuler la croissance économique. L'énergie aussi est un domaine prometteur. Le Ghana a des ressources énergétiques importantes qu'il pourrait partager avec le Burkina Faso. On voit bien les complémentarités économiques entre les deux pays, mais est-ce qu'ils risquent pas de se retrouver en concurrence sur certains marchés? Bien sûr, il y aura des ajustements à faire. La clé du succès, c'est une approche coopérative, où les deux pays travaillent ensemble pour identifier les secteurs où ils ont un avantage comparatif. L'idée, ce n'est pas de créer des gagnants et des perdants, mais de construire une économie intégrée, où chacun profite de la croissance. Une vision qui rejoint l'esprit du panafricanisme. Est-ce que l'union entre le Ghana et le Burkina Faso pourrait inspirer d'autres pays africains à s'engager dans des projets d'intégration similaires à Sinklafaske? Absolument. Si cette union, elle s'avère un succès, ça pourrait servir de catalyseur pour une intégration économique et politique plus large sur le continent. Ça pourrait encourager d'autres pays à dépasser leur rivalité, à travailler ensemble pour un avenir commun. Un bel exemple de coopération Sud-Sud. Mais n'oublions pas le contexte international, marqué par des tensions géopolitiques croissantes. L'influence de la Chine, de la Russie, des puissances occidentales en Afrique, c'est un facteur à prendre en compte. Bien sûr, ces puissances ont toutes leurs propres intérêts stratégiques en Afrique. L'union entre le Ghana et le Burkina Faso devra naviguer dans ce contexte complexe. Comment ces deux pays peuvent préserver leur souveraineté face à ces pressions extérieures? La clé, c'est l'unité, la solidarité. En travaillant ensemble, le Ghana et le Burkina Faso peuvent renforcer leur position de négociation face aux puissances étrangères. Ils peuvent aussi diversifier leurs partenariats, économiques et politiques, s'ouvrir à de nouveaux acteurs comme l'Inde, le Brésil ou la Turquie. Une stratégie de diversification, pour éviter de dépendre d'un seul partenaire. C'est intelligent. On a parlé de sécurité, d'économie, de géopolitique. Mais l'aspect humain. Comment les populations des deux pays, elles perçoivent ce projet? L'adhésion populaire est essentielle au succès de tout projet d'intégration. Il faut sensibiliser les populations aux bénéfices de cette union, créer des ponts entre les communautés, promouvoir les échanges culturels et linguistiques. On voit l'importance de l'aspect socio-culturel. Mais il n'y a pas un risque de voir ressurgir des tensions ethniques ou linguistiques. Le risque existe, bien sûr. Le Ghana et le Burkina Faso sont des pays multiethniques, multilingues. Il est important de gérer ces diversités avec prudence, de promouvoir un sentiment d'appartenance nationale qui transcende les clivages ethniques ou linguistiques. Un défi de taille. L'éducation, la sensibilisation, ça va jouer un rôle crucial. On arrive à la fin de cette partie. Avant de passer à la suite, l'analyse mentionne le projet de construction d'un chemin de fer. Oui. Reliant le Ghana, le Burkina Faso et le Niger. Vous pouvez nous en dire plus sur ce projet, mentionnez son importance pour la région. Ce projet de chemin de fer, c'est un élément clé du corridor économique dont on a parlé. Il permettra de faciliter le transport des marchandises, des personnes entre ces trois pays, stimuler le commerce, le tourisme. Ce projet s'inscrit aussi dans la vision panafricaine de développement des infrastructures de transport. Un projet ambitieux qui pourrait transformer l'économie de la région. Mais quels sont les défis pour concrétiser ce projet? Le financement est un défi majeur. Ce projet nécessite des investissements importants, que les trois pays ne peuvent pas mobiliser seuls. Il faudra faire appel à des partenaires internationaux, des institutions financières, des investisseurs privés. La recherche de financement, ça va être une étape cruciale. Mais au-delà de l'aspect financier, y a-t-il d'autres obstacles à surmonter? La coordination entre les trois pays est essentielle. Il faudra harmoniser les réglementations, les normes techniques, les procédures douanières. Pour assurer la fluidité du trafic, la question de la sécurité aussi est importante. Le tracé du chemin de fer, travers des zones parfois instables, il faudra prendre des mesures pour assurer la sécurité des infrastructures et des voyageurs. Des défis importants, mais aussi des opportunités extraordinaires. Ce projet de chemin de fer, c'est un symbole fort de la volonté d'intégration régionale en Afrique de l'Ouest. On se retrouve très vite pour la troisième et dernière partie de notre analyse. On explorera les perspectives d'avenir de cette union potentielle entre le Ghana et le Burkina Faso. Voilà, on arrive à la dernière étape de notre deep dive. Après avoir exploré la sécurité, l'économie, la géopolitique de cette possible union entre le Ghana et le Burkina Faso, une question se pose. Est-ce que cette union, elle est vraiment réalisable? Quels sont les obstacles, les gros obstacles, qui pourraient faire capoter le projet de Tchèze? C'est la grande question. Il y a plusieurs défis qui se dressent sur le chemin de cette union. D'abord, il faut une volonté politique forte et durable, des deux côtés.
L'histoire, elle nous a montré que les alliances peuvent être fragiles, surtout en Afrique, où les jeux de pouvoir sont complexes. Oui, on imagine. Les pressions internes, les intérêts divergents, les rivalités politiques, c'est un vrai pari sur l'avenir à voir. Absolument. Ensuite, il faut composer avec les disparités économiques entre les deux pays. Le Ghana a une économie plus développée que le Burkina Faso. Il va falloir trouver un modèle d'intégration qui profite à tous sans créer de déséquilibre. Oui, un modèle équitable, qui permette une répartition harmonieuse des richesses et des opportunités. Pas simple. Non, effectivement. Et puis, on ne peut pas ignorer le contexte sécuritaire. La menace terroriste, elle est omniprésente au Sahel. Elle pourrait facilement déstabiliser la région et par conséquent, le projet d'union. En effet, la sécurité, c'est un prérequis indispensable à tout projet de développement. Mais si ces obstacles sont surmontés, les bénéfices pour les deux pays et pour la région, ils pourraient être considérables. Justement, parlons des bénéfices. À quoi pourrait ressembler cet avenir radieux si l'union se concrétisait ? Imaginez un espace économique intégré, avec une libre circulation des biens et des personnes, des infrastructures modernes, des investissements massifs dans l'éducation, la santé, l'agriculture. Le potentiel est immense. Un véritable Eldorado ouest-africain, une puissance régionale capable de s'imposer sur la scène internationale, de défendre ses intérêts. Exactement. On parle d'un marché de plus de 40 millions de consommateurs, des ressources naturelles abondantes, une main-d'œuvre jeune et dynamique. On a souvent tendance à parler de l'Afrique en termes de problèmes, de défis. On oublie les atouts extraordinaires du continent et sa capacité à surprendre le monde. Tout à fait. Cette possible union entre le Ghana et le Burkina Faso, c'est une occasion unique de montrer au monde que l'Afrique est capable de prendre son destin en main, de construire son propre modèle de développement, de s'affirmer comme un acteur majeur du XXIe siècle. Un message fort, une lueur d'espoir dans un monde incertain. Mais gardons les pieds sur terre. L'Afrique a connu beaucoup de désillusions. Il faut rester lucide face aux défis. Absolument. Il y aura des obstacles, des moments de doute, des critiques, des résistances. Mais l'important, c'est de ne jamais abandonner le rêve d'une Afrique unie et prospère. C'est sur cette note d'espoir réaliste qu'on conclut notre deep dive. J'espère que cette exploration vous a permis de mieux comprendre les enjeux de cette possible union entre le Ghana et le Burkina Faso. Et plus largement, les dynamiques à l'œuvre sur le continent africain. L'Afrique est un continent en mouvement. Et c'est passionnant d'observer ces transformations en cours. L'union entre le Ghana et le Burkina Faso, ce n'est qu'un exemple parmi d'autres de cette volonté d'intégration et de coopération qui anime de nombreux pays africains. Merci à tous de nous avoir suivis dans cette plongée au cœur de l'actualité africaine. On se retrouve très bientôt pour un nouveau Deep Dive.